Yup, salut tout le monde, c'est Andy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avis sur des films et des séries que j'ai bien aimés ces dernières semaines, ces derniers mois. Je vous ai déjà fait une vidéo comme ça au mois de juillet et ça m'avait plu de la faire et en plus j'ai vu que ça marchait bien. Enfin, pour moi, dès que ça passe 30-40 vues, c'est que ça marche bien. Et bah du coup, je refais ce genre de vidéo et on va commencer du coup avec des films ou séries moyennes pour petit à petit aller vers le top du game. Et donc on commence tout de suite avec la série Ahsoka sur Disney+, donc une série dans l'univers de Star Wars. Je suis pas un grand fan, enfin si j'aime bien Star Wars, mais je suis pas un grand connaisseur de Star Wars, voilà, c'est ce qu'on va dire. Et en fait, j'étais assez hypé quand j'ai vu les trailers, quand j'ai vu le casting. Je suis assez fan de Rosario Dawson, qui est une actrice de mon enfance, adolescence, tu vois, je l'ai vue dans Men in Black 2, Boulevard de la Mort, Sin City, Got Game, donc c'est vraiment des films de mon enfance et du coup c'est une actrice que je kiffe. Et la série je l'ai pas trouvée ouf, c'est une série que je trouve très moyenne. Ce que j'ai pas aimé dans la série, on va dire, c'est l'intrigue de cette saison 1. Je trouve qu'il se passe pas grand chose et en plus de cela, ça s'éparpille sur plusieurs personnages. À un moment donné, pendant 20 minutes, on va suivre un tel. 30 minutes après, on va suivre un autre personnage et du coup, ça s'appelle Ahsoka, mais Ahsoka, on dirait pas que c'est l'héroïne, pardon, de cette série. Donc ça, j'ai pas aimé. Pas trop fan aussi de l'actrice qui joue Sabine Wren. Je vous mettrai l'image, la photo, pas ouf. Aussi, bon, il y a quelques scènes, pardon, what the fuck, Ahsoka qui sort du vaisseau, qui détourne les tirs de vaisseau adverse avec son sabre et tout, j'ai trouvé ça un peu abusé. Mais par contre, ce que j'ai bien aimé, ça va être l'atmosphère. C'est vraiment une série où tu t'installes dans ton canapé et tu t'es posé pendant 45-50 minutes parce que c'est une série qui va assez lentement et visuellement c'est beau. C'est vrai que c'est très très beau. Et voilà, c'est pas une série en fait où tu vas te prendre la tête et c'est pas méchant quoi. Tu perds pas ton temps à regarder ça. D'autant plus que je pense et j'espère que la saison 2 va être mieux parce que voilà, là, la saison 1 est moyenne. Mais je préfère que ça commence moyennement et qu'on enchaîne avec une saison 2 ouf. En plus de cela, maintenant tous les personnages sont installés, donc je vois pas pourquoi la saison 2 ne serait pas bonne. Du coup, on enchaîne avec la série Beckham sur Netflix. Alors moi, je suis un grand fan du Real Madrid, de Manchester United, de Beckham. C'était vraiment un de mes joueurs préférés quand j'étais vraiment très jeune. Du coup, la série m'intéressait pas parce que je connais un peu toute sa carrière sportive, mais j'ai eu des retours de mes amis qui m'ont dit « Ouais, Anderson, tu vas vraiment kiffer, faut que tu regardes. » Donc, ce que j'en pense, c'est que j'ai rien appris sportivement parce qu'on connaît sa carrière et en plus, la série est à l'image de sa carrière. Hein. Au début, ça commence très bien et vers la fin, c'est un peu... sa carrière footballistique devient moins intéressante, donc il n'y a plus grand-chose à raconter. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est la réalisation. C'est très bien réalisé. Toute l'atmosphère autour de la Beckham Mania et l'atmosphère des fins des années 90, début des années 2000 est superbement retranscrite, je sais pas. On la ressent bien, voilà. C'est vrai que retrouver l'atmosphère fin des années 90, la Coupe du Monde 98, des témoignages de Diego Simeone, Luis Figo, Roberto Carlos. En plus de cela, t'as le petit passage avec les Spice Girls et tout. Donc ça, c'était excellent. C'est vrai que j'ai ressenti de la nostalgie en fait quand ils ont parlé de cette époque. Et c'est vrai que ça, c'est très bien mis à l'écran. Et puis les témoignages sont de qualité. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Après, on n'apprend pas grand-chose de David Beckham. Et voilà, faut être fan. Moi, je suis fan, donc j'ai bien aimé. Potable, voilà, potable. Donc ouais, et après, bon, si vous n'êtes pas fan et que vous voulez voir un autre truc, je peux vous conseiller le film sur Roberto Baggio. Il était dispo sur Netflix, je sais pas si c'est toujours le cas. Ça, c'était vraiment un bon film. Et en plus, moi, je suis de 89, donc le début de carrière de Baggio, je connaissais pas son histoire. Et c'était sympa. Dans le film, on voit vraiment son enfance et tout, donc ça, c'est top. On enchaîne avec un film en noir et blanc qui s'appelle Sur les quais, On the Waterfront, avec Marlon Brando. Ça fait partie des gros films de Brando. Vous tapez Marlon Brando top film, vous allez tomber dessus. Il est souvent dans le top 5. Et c'est un gros film de l'histoire du cinéma aussi. Donc ouais, ça peut être intéressant de le regarder, mais j'avais tellement d'attentes sur ce film. Je m'attendais à une tuerie cosmique que j'étais un peu déçu. Alors,
pour remettre le film dans le contexte, c'est un film de 54, donc le film a 70 ans, donc il n'a pas eu le même impact sur moi qu'il aurait pu avoir sur les gens, enfin qu'il a eu à l'époque de sa sortie, parce que c'est un film qui traite de problèmes sociaux. C'est une histoire vraie, hein, c'était les faits divers de l'époque. En fait, dans le film, Brando va incarner un ouvrier qui va avoir le cul entre deux chaises, en fait, parce que il va travailler dans un port. Du coup, il est avec les ouvriers. Mais ce port est dirigé par la pègre locale, la mafia, et son oncle est dans cette mafia-là. Donc c'est via son oncle qu'il trouve ce travail dans le port, et du coup, voilà, il va avoir le cul entre deux chaises, entre les ouvriers qu'il apprécie bien, mais voilà, ils se font martyriser par la mafia, mais dans la mafia, il y a son oncle, et sans son oncle et sans la mafia, il n'aurait pas obtenu ce job. Donc il y a ça, il y a ce déchirement de Brando qui est vraiment top. Brando fait vraiment le job, hein, j'ai envie de dire comme d'hab. Il y a une petite histoire d'amour aussi qui est pas mal avec l'actrice qui est exceptionnelle. J'ai trouvé l'actrice ouf. Je trouve même c'est le seul autre acteur ou actrice qui fait le job en fait, parce que c'est un cinéma d'une autre époque, donc c'est un jeu d'acteur d'une autre époque. Et en fait, j'ai trouvé que Brando n'était pas assez bien entouré dans le film, donc c'est ça aussi qui m'a déçu. Et le film est long, je crois, parce que je l'ai découpé en deux, je l'ai regardé en 2 soirées. Donc ouais. Donc ouais, voilà, j'étais un peu déçu du film, mais c'est un film qui se regarde et c'est bien pour la culture G. Sur les quais avec Brando, je crois que c'est Elia Kazan, donc voilà, gros film, mais un peu déçu. J'ai même envie de dire, dans le même délire noir et blanc avec Brando, j'ai préféré L'homme à la peau de serpent, qui est un peu plus récent, mais c'est un film en noir et blanc. Et c'est un film, en fait, c'est un triangle amoureux avec Brando qui arrive dans une ville et t'as une vieille italienne, une très grande actrice, une vieille dame qui tombe amoureux de Brando. Et ça, c'est vraiment un très bon film. Ça, c'est un sujet intemporel, tu vois, les histoires d'amour et tout ça. Et ça passe mieux que sur les quais, je trouve. L'homme à la peau de serpent passe mieux que sur les quais. C'est mon avis. S'il y a des spécialistes, ils vont me tuer. Alors, on enchaîne avec Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Avec Tom Cruise, je suis très fan de Tom Cruise, je suis hyper fan des Missions Impossibles, et il faut avouer que ce Mission Impossible est moins bon que Fallout et Rogue Nation, qui étaient les 2 derniers Missions Impossibles. Alors, c'est un Mission Impossible en 2 parties. Là, on a eu que la première partie, donc j'ai envie de dire ça passe, mais au cinéma, c'était très long. Moi, je sais que j'ai quitté à un moment donné pour aller pisser parce que j'en pouvais plus, et je me suis dit, bon, de toute façon, je vais louper quoi? 2-3 explosions, au pire, scénaristiquement, ça va très très lentement. Et malheureusement, ouais, c'est moins bon. Et la grosse scène de cascade, Tom Cruise, il en a parlé pendant 6 mois, on l'a vu partout, tu sais, le truc avec la moto sur la montagne, là. Donc quand ça arrive, bon, tu l'as déjà vu 1000 fois, tu connais déjà ce qui s'est passé en backstage. Et du coup, à la fin, il n'y a pas de fin aussi. Vu que c'est la première partie, on attend du coup la deuxième partie. Et la fin de Mission Impossible, pour ceux qui ont vu le film, ressemble énormément à une scène de jeu vidéo, mais bon, je vais pas vous spoiler si vous n'avez pas vu le film. Du coup, moi, ce que je retiens de Mission Impossible, c'est que j'attends la deuxième partie. C'était un bon film, franchement, à regarder cet été, c'était agréable, c'était super bien. Tu vois, c'est Mission Impossible, quoi, quand même. Mais surtout, ce que je retiens, c'est la présence de l'actrice. Je crois qu'elle s'appelle Ali Atwell, mais je ne suis pas sûr. Magnifique. C'est elle qui rend le film regardable, on va dire. C'est elle qui fait le film. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je ne vais pas passer 3000 ans, sinon la vidéo va faire 30 minutes. Mission Impossible regardable, j'attends la partie 2. Ensuite, on enchaîne avec Donnie Brasco, qui fait partie des films que je devais regarder depuis très longtemps, avec Johnny Depp et Al Pacino. Très 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 bon film. Je m'attendais à un film de ce type, mais là j'étais un peu surpris. C'est un film solide, c'est basé sur l'histoire vraie. T'as Michael Madsen aussi, donc t'as tout. T'as une bonne histoire, une bonne réa et des acteurs au top. Même les petits acteurs, à un moment donné, t'as la femme de Johnny Depp qui a un petit rôle dans le film, mais elle joue superbement bien. Tout le monde joue bien. En termes d'histoire, en fait, c'est dans la mafia. On aura un jeune Johnny Depp plein d'ambition à qui tout réussit, et on va assister au contraste avec Al Pacino qui est vieillissant, qui prend Johnny Depp sous son aile et qui lui va avoir qu'à la vie derrière lui, quoi, qui a 30 ans de mafia et qui va être plein de remords, de regrets, et on voit qu'il mène pas la grande vie alors que Johnny Depp il a tout pour lui, quoi. Donc c'est un peu ça l'histoire, je vous spoil pas parce que l'histoire est beaucoup plus profonde et compliquée que ça, mais ouais, c'est du bon.
c'est du bon. Et Al Pacino fait du Al Pacino, il est dans la mafia, il est dans son élément. Mais Johnny Depp, en plus, il est jeune là-dedans, et il joue trop bien, trop bien. Michael Madsen, il joue bien aussi. Donc ouais, je peux vous conseiller ça. C'est un bon film, c'est sur Netflix en ce moment. On enchaîne avec la 4e œuvre qui reste, il n'en restera plus que 3 après. C'est À l'épreuve du diable. C'est un TV show coréen. Donc c'est un peu comme 100% physique. Donc là, on va avoir 12 candidats enfermés dans un loft de luxe pendant une semaine. Et on va leur faire passer des épreuves d'intelligence, de logique, et on va déterminer lequel des 12 candidats est le plus intelligent et le meilleur. Donc voilà, on aura du coup 12 grosses têtes, des avocats, des médecins, des chercheurs, des scientifiques, un joueur de poker, une championne de jeux d'échecs coréen, enfin bref. Et du coup, ça passe crème. Moi, j'ai vraiment adoré, c'est vraiment un truc que je vous conseille. J'ai bien aimé, surtout parce que c'est exotique en fait. Moi, j'aime beaucoup la culture asiatique. Et en fait, le fait que ce soit sud-coréen, ça passe mieux, je trouve. Ça aurait été français ou américain, j'aurais pas cliqué dessus. Mais du coup, voilà. Il y a le côté exotique que moi, j'ai bien aimé. Les personnes qui participent au jeu sont charismatiques. Et ce qui est vraiment cool avec ce TV show, c'est que toi, derrière ton écran, tu vas te poser des questions. Tu vas te mettre à la place des candidats. Et tu auras aussi une réflexion. Moi, c'est ce qui s'est passé, en tout cas avec moi. C'est que quand il y avait des épreuves, je me suis dit, tiens, moi, comment j'aurais fait à leur place? Comment j'aurais résolu les lignes? Et en plus, la réalisation est faite de telle sorte que toi aussi, tu peux participer. Par exemple, tu as des épreuves de mathématiques, bah, tu as les chiffres qui vont apparaître à l'écran. Donc toi, intuitivement, j'ai envie de dire, tu vas résoudre le problème mathématique derrière ton écran. Donc ça, c'est vraiment du bien joué à l'épreuve du diable. TV show sud-coréen que je recommande à 100%. Alors, il y a un petit ventre mou vers la fin, mais c'est du bien joué. Le seul hic, c'est que des fois, entre les consignes à l'écran avec des dessins plus les sous-titres que nous, on doit lire vu qu'on est français, c'est un peu compliqué, donc on est obligé de faire autour, mettre le show en pause. Mais ouais, c'est vraiment du costaud. On enchaîne avec le top 3. Je vais vite parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 30 minutes. Dans ce top 3, au pied du podium, on va parler du film L'éveil avec Robert De Niro et Robin Williams. Gros film. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui le connaissent. Moi, perso, je ne le connaissais pas. Très beau film. Alors, c'est un film triste. Je le mets très haut parce que pour moi, les films tristes, ça marche pas sur moi. À chaque fois que j'ai été ému, c'était un Disney, en fait. Je suis plus ému, on va dire, par les films d'animation parce que ce sont pas des vrais acteurs que par des films réels avec de vrais acteurs. Par exemple, les animés et tout, ça marche très bien sur moi, dans l'émotion, ou même les jeux vidéo. Mais les vrais acteurs, c'est un peu plus compliqué, et ce film-là a réussi à me faire pleurer. Ouais. J'avais pas pleuré... Ouais, pleurer, oui, c'est un peu fort, mais oui, j'avais pas ressenti cette sensation-là depuis Coco, de Disney Pixar, et aussi depuis... putain, comment ça s'appelle? Le Patient anglais. Patient anglais, qui est un film que j'ai vu en 2012, 13, 14 la première fois. Désolé, alors je disais que ouais, j'avais pas été ému comme ça depuis le Patient anglais, pardon. Il y a un film qui m'avait vraiment ému, mais aussi voilà, psychologiquement à l'époque, je sortais d'une relation, donc il y a ça aussi. Alors que là, l'éveil, j'étais dans mon état normal. Et en fait, c'est un film, au début, tu lances le film, tu dis ça va pas marcher, parce que l'histoire, c'est Robin Williams, qui est en fait un chercheur-docteur, qui va essayer de soigner des patients. Et dans ces patients, tu as Robert De Niro. Mais tu te dis, ouais, tout est fait pour te faire pleurnicher, dadali, dadada, un peu comme $1 Million Baby, quoi. L'histoire est triste, ça va se lamenter sur soi. Je sais pas si ça se dit, mais ça va nous forcer à être triste et à pleurer. Donc au début, j'étais pas sous le charme. Donc le film a vraiment réussi, du coup, à retourner la situation grâce à la deuxième partie du film qui est juste exceptionnelle. Et tu sens en fait quelque chose que j'ai pas senti depuis longtemps, c'est une boule au ventre de tristesse, quoi. Franchement, ça m'est venu comme ça. Alors, c'est pas à la toute fin, mais vraiment, à partir d'un moment donné, tu sens la lourdeur du scénario. Et Robert De Niro, en fait, plus le film avance, plus il va être convaincant. Parce qu'au début, tu dis, ouais, Robert De Niro, c'est un mafieux. Tu vois le mafieux, en fait, au début. Tu mets du temps, en fait, à voir le personnage malade. Mais il va être très convaincant, et petit à petit, ça va être exceptionnel, et tu vas ressentir des trucs que j'ai pas ressenti depuis très longtemps. Une sorte de tristesse boule au ventre qui va te prendre par les tripes. Ok. Donc Robert De Niro, excellent, exceptionnel.
Il y a les quelques petites actrices qu'on va voir qui jouent superbement bien. Et Robin Williams, il est dans son personnage, quoi. Le mec sympa, on a envie d'être pote avec lui, donc ouais. Voilà pour l'éveil. On continue avec la deuxième place de ce podium qui est The Office, une série comique qui est très très connue. Je pense que tout le monde connaît de vue et tout le monde connaît les mèmes sur Internet. Moi, perso, j'avais regardé quelques épisodes comme ça, mais même pas dans l'ordre, tu vois, vraiment au pif. Et là, franchement, j'ai regardé et que des barres. Des barres. C'est une des séries les plus drôles que j'ai jamais vues. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait le quotidien d'une entreprise qui vend des papiers. Du coup, je disais, alors je suis désolé, je fais la vidéo en journée, du coup, bah, mon portable sonne. Et du coup, je suis obligé de couper à chaque fois. Mais donc, je disais, ouais, avec Steve Carell, The Office, c'est le quotidien d'une entreprise qui vend des papiers. Et en fait, on va avoir plein de personnages différents. On va avoir un geek, un patron un peu fou, un couple qui va essayer de se former au sein de l'entreprise, un latino, un gay, un black, une femme divorcée, une alcoolique. Enfin bref, on a plein de profils différents. Et du coup, bah, ça fait quelque chose de très très drôle et c'est un des trucs les plus drôles que j'ai jamais vu. Je peux pas en dire plus. C'est vraiment un truc que je vais vous conseiller. Et si vous connaissez déjà The Office, je peux vous conseiller Superstore, qui est en fait dans le même délire. Ça reprend les mêmes bases, ça reprend les mêmes principes. Sauf qu'au lieu de se passer dans un bureau, ça se passe dans un supermarché. Et c'est très drôle, c'est avec l'actrice qui joue Ugly Betty. Et donc, pour terminer, on va parler du top 1 qui est Nightmare Alley avec Bradley Cooper, Rooney Mara et Cate Blanchett. Faut savoir que je suis un grand fan de Rooney Mara et de Cate Blanchett. Bradley Cooper un peu moins. J'ai pas vu beaucoup de films avec lui. Hein. J'ai vu Very Bad Trip, A Star Is Born. Bon, j'ai pas trouvé ça ouf parce que j'ai dû voir le film 2-3 ans après sa sortie. En plus, on m'avait saoulé. Hein. Moi, je me rappelle, c'était mon ex de l'époque qui m'avait saoulé pour le regarder. Mais ouais, Nightmare Alley, alors je m'excuse, il y a plein de coupures là, il y avait plus de place sur mon téléphone. Donc je termine avec Nightmare Alley, comme j'ai dit avec Bradley Cooper, Rooney Mara et Cate Blanchett, deux actrices que j'adore. Bradley Cooper, j'ai un peu de mal. Ce que je vais vous dire, c'est que voilà, visuellement, le film va vous séduire. Moi, je sais, c'est ça qui m'a fait cliquer sur le film. Je crois que c'est une atmosphère des années 50, je suis même plus sûr. Dans le monde du cirque, on va avoir les backstage. On aura un William Dafoe dans ce côté backstage qui est vraiment bon. Et en fait, plus on va avancer, plus on va se rendre compte que, en plus de l'esthétique du film, on va avoir aussi une histoire qui est costaud et une performance des acteurs, du trio d'acteurs exceptionnel. Donc voilà, je vais pas spoiler, je vais juste vous dire que c'est mon top 1 et en plus j'ai plus trop de place. Donc voilà, Nightmare Alley, pour moi le meilleur film que j'ai vu depuis très 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 longtemps. Et cette année, ouais, il est dans mon top 2, top 3 des meilleurs films que j'ai vus cette année. Donc voilà, bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Le montage, découpage va être un peu dégueulasse pour moi. Et bah, je vous dis à la prochaine. Ciao, peace.